3, 4, clap première. Et ça sera la dernière parce qu'on va tout enregistrer. Bonjour, bonsoir. Nous avons le plaisir de recevoir sur Tel Objectif Réussir l'humoriste français Tex. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien? Vous dites que vous aimez bien la Suisse. Oui. C'est sincère ou c'est commercial? Non, non, c'est sincère. Et à tel point que j'envisageais, et puis ça viendra peut-être avec le temps, mais J'aime pas cette notion de finir mes jours, parce que c'est moche quand on est jeune de dire ça, mais de venir passer un temps, on va dire, ici en Suisse, ouais. Comme Johnny Hallyday? Oh, non, pas vraiment dans les mêmes objectifs, non, mais comme Johnny Hallyday, si vous voulez. Mais pas pour les mêmes raisons, alors. Voilà, c'est ça. D'accord. J'aimerais autant que vous me disiez comme un tel que personne connaît, qui lui a peut-être des meilleures raisons, voilà. Non, comme Simenon, plus volontiers. Ah ben voilà. Ouais. Voilà, parce que Simenon, Georges lui, Simenon, qui était ouais. un long voyageur et qui est venu s'installer ici dans la douceur pour justement lui finir ses jours. Plus à l'image de Simenon, voilà. Ou de Fabrice, qui était notre animateur dans la classe, qui vient finir ses jours au bord du lac pour y couler des jours heureux. Voilà. On vous voit partout, on vous entend partout, à la radio, à la télévision. Oui. Vous faites toute la France, la Belgique, le Canada, dans tous les sens. Oh, le Canada, c'est trop loin, j'ai pas le temps. Donc je l'ai fait, j'ai failli le faire, parce que j'avais des grosses propositions pour faire des tournées au Québec, mais j'ai pas eu le temps. Donc Suisse, Belgique, France, oui. Ça fait quoi? Plus de 20 ans? Ouais, ça va faire 20 ans de carrière, ouais. Qu'est-ce qui vous fait encore courir comme ça? L'envie, ma famille, le plaisir sans cesse renouvelé, des rencontres, des lieux, de marcher un peu sur ses souvenirs, en l'occurrence en venant ici à Neuchâtel, puisque moi je suis venu faire la revue de Cuchet-Barbeza pendant, il y a ça maintenant, oh là là, beaucoup plus de 10 ans. Et revenir ici, c'est revenir sur toutes ces traces-là, et puis jouer, m'amuser, et puis toujours prendre un plaisir immense à faire ça. Hier, à la fin du spectacle, quand les gens applaudissaient, ce qui est la récompense ultime de l'artiste, sa paye subliminale, on va dire, je me disais, mais quelle chance énorme j'ai d'être ici, vraiment. Et ces gens qui je ne vais pas dire qu'ils vous aiment, parce que je pense que c'est un sentiment trop exagéré, mais qui vous suivent, qui viennent, qui continuent à rire, etc. Et puis qui, à la fin, vous gratifient de vous rendre ce que vous leur avez donné pendant 1h30. Je trouve que c'est un métier incroyable, le one-man show, pour ça. Il y a quelques années, on vous disait que vous étiez pas assez dur, pas assez méchant, ça vous dérangeait? Oui, voilà, parce que je pense qu'il faut dire des choses un peu. En one-man show, il faut un peu s'engager, avoir ses opinions, et puis au fur et à mesure, à trancher de plus en plus dans le vif. Sans aller jusqu'à l'extrême de ces comiques américains qui vont jusqu'à des formes de suicide théâtraux ou médiatiques en s'engageant tellement qu'à un moment donné, je dis américain, mais en fait il y a quelques Français que je connais qui font ça aussi, qui veulent tellement dire des choses qu'à un moment donné le discours est seulement sentencieux et n'est plus drôle. Alors vous reconnaîtrez peut-être certains de mes camarades, mais moi j'essaye de rester drôle, mais de dire des choses, quoi, voilà. Parce que vous pensez qu'on peut vraiment rire de tout? Enfin, le public, quand vous leur demandez, il vous répond oui, hein? Oui, je demande au public ça. Je demande précisément au public, est-ce que vous pensez qu'on peut rire de tout, tous ensemble? On peut rire. Tous ensemble, hein. Ouais. C'est-à-dire c'est une espèce de connivence de tous ensemble pour le plaisir. Et d'une manière générale, je me suis rendu compte que les mouvements de foule, on les oriente beaucoup plus vers la méchanceté, la guerre et la destruction. On dit tout d'un coup, bon allez, on va faire la guerre. Tout le monde suit pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Et en spectacle, moi je fais la même chose, mais dans le sens du rire. Alors il y en a qui sont peut-être pas forcément d'accord, mais c'est l'effet de masse. Et l'effet de masse qui entraîne tout le monde vers le rire. J'aime bien cette manipulation-là, parce que comme on est en permanence manipulé, moi je dis aux gens que je vais avoir avec moi cette soirée-là sur scène, je vais vous manipuler, mais avec votre accord, est-ce que vous êtes tous d'accord? Et le simple fait de dire oui, on est d'accord, ça me fait penser à l'humour des Monty Python, qui demandait à toute une foule comme ça, qui dit je vous rappelle que nous sommes tous des individualités. Et toute la foule répondait comme ça, nous sommes tous des individualités. Ce qui fait que ça contient exactement la réponse du contraire. Et je trouve ça magnifique.
toutes ces semi-manipulations. On peut rire de tout, mais est-ce qu'on a le droit de rire de tout? Ton lapsus est intéressant quand tu dis est-ce qu'on doit ou est-ce qu'on a le droit. C'est pas du tout la même chose. On doit, le droit, et il faut. D'ailleurs, ce que je fais dire à Sarkozy, c'est 3 mots très importants quand je fais le personnage. Je fais on ne peut pas, il ne faut pas, tu ne dois plus. Qui sont les 3 interdictions fondamentales. On ne doit pas, il ne faut pas, tu ne dois plus. C'est entre le pas, le plus et tout ça. L'homme a le droit de tout faire, bien sûr. Et il a un devoir, à mon avis, au niveau du rire, c'est de tout passer par la moulinette du rire. Obligatoirement, les plus grands drames, les séparations, les deuils, les choses qui nous atteignent profondément, si on les passe par la moulinette du rire, c'est beaucoup plus facile à vivre et tout. Mais bon, si tout passait par le rire, ça serait même les grandes discussions politiques, économiques et sociales. Je pense que les meilleurs vendeurs sont les gens qui font le plus rire. En écoutant vos spectacles, vous imitiez un prêtre, un cardinal, et vous vous moquiez un peu de la pédophilie. Ça, c'est assez dur, c'est vrai. Dans la salle, il y avait une personne qui a été victime de ce genre d'acte. Alors ça, c'est redoutable, c'est vrai. Qui essaye d'oublier tout ça, et puis se dit, bon, je vais un spectacle de texte, ça va un peu me changer les idées. Cette personne-là, en voyant cette chose-là, va dire, tiens, on a pris conscience de mon problème. Et il y a des gens qui le savent, et je ne suis pas isolé. Donc cette personne-là, ça va lui servir. Les autres, ça va beaucoup les faire rire. Et il y aura des esprits chagrins qui vont plutôt être choqués. Mais à tout prendre, je préfère rassurer le mec qui est embêté, faire rire la majorité avec ça et dire que ça existe. Et d'autant plus que c'est des choses que moi, de loin en loin, puisque moi j'étais chez les curés, c'est des choses que je connais. Et c'est des approches, hein, il n'y a pas de démonstration scénique de ça. C'est une approche par le texte, donc c'est beaucoup plus léger. Et j'ai un exemple très précis là-dessus, c'est que j'avais un spectacle où je faisais le babacool et je disais, en parlant des Airbus, je disais « Ah oui, je connais ces avions, ça s'appelle des arbustes, c'est des avions pour se poser en forêt. » Parce qu'il y avait eu un accident à Mulhouse qui avait coûté la vie à pas mal de gens. Et dans la salle, il y avait la fille d'une des victimes qui était là. Et elle est venue me voir à la fin, elle m'a dit « J'aurais pas dû rire, mais ça m'a fait énormément rire et ça m'a fait du bien. Et je trouve que c'est bien que vous continuiez d'en parler. » Donc, la démonstration de ce que je viens de vous dire, je l'ai eu précisément en face. Je pense que c'est l'esprit chagrin qui est au milieu qui va nous contrarier, qui va nous empêcher d'avancer. C'est pour ça que dans le spectacle-là, qui est la progression par rapport au précédent, je dis aux gens, évitons les esprits chagrins qui nous interdisent de se moquer des homosexuels, qui nous interdisent de se moquer de ceci, de cela. Évitons tous ces gens en étant tous en relation et en se disant, allez, on va le faire au moins ce soir. Ça va nous faut se débarrasser de certains trucs, faut se débarrasser de scories dans la vie. Si on garde des choses en nous, c'est ça qui crée, puisqu'on en parlait tout à l'heure de manière plus violente, c'est ça qui crée les serial killers. C'est tout ce qu'on garde sur nous et dont on n'arrive pas à se débarrasser, c'est des choses qu'on va emmener avec nous et qui vont recouvrir notre mauvaise part. Donc moi je pense qu'il faut se débarrasser en permanence. Il faut prendre une douche tous les jours sur ce qu'on lit dans le journal et dans ce qu'il y a dans les informations. Vous parlez des homosexuels, bon, on sait que c'est parmi les homosexuels qu'il y a le plus grand taux de suicide, parce qu'ils ont de la peine à être intégrés dans notre société. Non, alors peut-être à cause de ça, mais je pense que ce n'est pas la vraie cause. Et là, je connais bien ce problème, je ne pense pas que ce soit ça. Donc de rire ne risque pas de les enfoncer un peu plus. Non, le vrai problème, au contraire, de la même façon. Je pense que c'est un pince-homme, il voit, il dit tiens, on est adopté, ça fait rire, etc. Quand on fait des sketchs, je me souviens, il y avait une polémique autour de la Zoubida de la gaffe, en disant ouais, c'est un peu facile de se moquer des Arabes en chantant ah la Zoubida. Seulement, ceux que ça le faisait le plus rire, c'était eux. Parce que tout d'un coup, on s'intéressait à eux, par quelqu'un qui les connaissait bien, qui avait été travaillé là-bas, puisque moi je connais un peu le parcours de Vincent. Il connaît super bien les Maghrébins, il a été travaillé pendant 5 ans là-bas, en Tunisie, au Maroc et tout. Donc, moi je pense que c'est vraiment un faux problème et qu'il ne faut pas aller là-dedans. En ce qui concerne les homosexuels et le suicide, moi je pense que c'est autre chose. C'est une réalité beaucoup plus intérieure qui les mène au suicide. C'est plutôt... Là, je vais peut-être m'avancer sur un terrain compliqué, mais je pense que c'est la reconnaissance de leur propre homosexualité qui est un choc pour eux, parce que depuis des années, ils vivent une vie hétérosexuelle
en lutte permanente. Et au moment où ils se disent, mais non, mais en fait, je suis homosexuel. Et si ce choc, il se fait à 40 ans, entre 40 et 50 ans, au moment où on est père de famille, au moment où on a des enfants, au moment où on fait tous les dimanches des réunions de famille et tout, ce choc, il est encore plus violent. Et je pense que c'est ça qui entraîne au suicide. Et je connais bien le problème pour malheureusement avoir perdu 1 ou 2 amis de cette manière-là. Et le fait qu'on s'en moque, c'est à des kilomètres de leurs préoccupations, et c'est pas ça qui va les pousser. C'est pas ça qui va non plus les marginaliser. C'est la reconnaissance de leur état qui va être un choc pour eux. C'est mon sentiment. Pour parler un petit peu de vous, les humoristes, vous êtes un petit peu comme les clowns. Et on a souvent tendance à dire que les clowns sont rigolos sur scène, mais que c'est plutôt des gens tristes en dehors de la scène. C'est votre cas? Moi, pas du tout. Moi, tout me fait rire, je suis toujours enjoué, etc. À cause de cette espèce de ce que j'appelais tout à l'heure, et je suis presque pas mécontent d'avoir trouvé la formule avec vous, cette espèce de douche que je prends tous les jours. Si un truc me gêne, si un truc m'empêche d'avancer, le soir même je suis sur scène, je le dis, je m'en débarrasse. Si on pouvait tous faire ça, sous couvert du rire ou sous couvert d'autre chose. D'ailleurs, il y a des stages qui sont organisés des stages de thérapie par le cri où les gens ils vont dehors, ils crient toutes les choses pour s'en débarrasser. Voilà. Moi, je le fais avec le rire. Le jour où je prends un PV le matin et que je trouve ça profondément injuste parce que je suis bien garé et que le mec s'est acharné sur moi, le soir sur scène, je vais le dire, je vais le massacrer. Je vais peut-être il y en a qui vont commenter en disant oui, mais enfin la police fait son travail, machin truc. Non, moi je le dis en tout cas, je m'en débarrasse et voilà. Alors c'est très égoïste, hein, mais ça me permet de rester gai. Alors donc si vous cherchez une technique pour rester gai tout le temps, débarrassez-vous des trucs en permanence et vous allez être heureux au maximum. Voilà. Alors on va continuer de tenter de vous psychanalyser alors. Donc vous êtes un clown, un humoriste gai sur scène comme en dehors de la scène. Mais alors d'autres psychologues disent de gens par exemple comme vous qui rigolent tout le temps, qui se marrent tout le temps. On dit souvent que le rire, vous le dites un petit peu, hein, ça sert à masquer aussi. Ça sert à évacuer, mais ça peut aussi servir à masquer. Est-ce que finalement, en rigolant tout le temps comme vous le faites, vous n'êtes pas un anxieux chronique? J'ai été un anxieux chronique, c'est vrai, mais pas chronique du type maladif, on va dire. Profond. Mais ni profond. Non, parce que je pense que cette technique que je développe qui est une technique très naturelle, c'est-à-dire je me force pas à rire pour être heureux. Je me force à être heureux pour rire. C'est complètement différent. C'est-à-dire que je me laisse pas atteindre par les mauvaises nouvelles. Soit en m'en débarrassant, comme je disais tout à l'heure, soit en les évitant. C'est-à-dire que quand vous faites, par exemple, autant donner un exemple, quand vous faites un voyage en voiture et que vous mettez une chaîne info, par exemple, pendant 4 heures d'affilée, c'est insupportable, 4 heures d'affilée d'ailleurs, vous le supportez peut-être pendant 1 heure, mais il y a un flash toutes les 7 minutes, on va dire. Toutes les 7 minutes, vous entendez la même chose, la même mauvaise nouvelle, la même mauvaise nouvelle qui revient comme ça. Moi, sur un coup comme ça, s'il y a une mauvaise nouvelle que je ne peux pas supporter, c'est-à-dire par exemple si on me refait sans arrêt toutes les 7 minutes l'attentat en Irak avec des gens déchiquetés et on insiste bien sur des détails, moi j'éteins ça. Je fais pareil à la télé. Je ne suis pas esclave des infos et de l'anxiogénéité développée par la télévision et tout ça. Je ne veux pas rentrer dans ce phénomène anxiogène. Je m'en défais en éteignant la télé. C'est pas un peu fuir les réalités, ça? C'est certainement fuir les réalités, puisque moi, je suis, en tant qu'humoriste, hein, et je dois transmettre que de la bonne nouvelle. Je dois transmettre que du rire, que du positif et tout. Donc dès qu'il y a un truc qui risque de m'atteindre, bien sûr je fuis. Mais tout le monde peut le faire. On ne doit pas se sentir obligé de regarder les informations. Parce que là, je vois bien, vous avez un regard de journaliste. Vous êtes dans la quête de l'information. Moi, je suis plus ou moins, si je veux schématiser, dans la quête de la désinformation. Je veux simplement, tous les matins, me réveiller et être comme un petit bébé innocent qui se réveille. J'envie mes enfants, moi. Je les envie, que je leur dis tout le temps, vous êtes l'innocence même, etc. Nous, on nous en met tellement qu'on n'est plus innocent. Moi, je la cherche en permanence, cette innocence. En prenant des douches de rire, en me débarrassant des choses, en allant dans des endroits et des paysages magnifiques comme ici, parce que j'ai la chance, hein, mais d'en profiter. Je ne retourne pas dans l'anxiogène permanence en me disant « Bon, allez, là, il faut vite que tu retournes à Paris, il faut que tu retapes sur ton ordinateur, que tu téléphones. » Non. Il faut aller le chercher, ça. L'être humain doit en permanence aller chercher ça, au lieu d'aller chercher les choses anxieuses.
Et je n'en reviens pas, par exemple, pour donner encore un exemple, que ce soir, on est samedi, enfin ce sera demain soir d'ailleurs, les 3 chaînes principales françaises fassent les élections de nos maires sur les 3 en prime time, ce qu'on appelle sur TF1, France 2, France 3. On va mettre à tout le monde les informations, les élections. Et tout. Ça, vous allez suivre avec plaisir. Voilà, je comprends pas qu'on impose ça sur 3 chaînes aux gens. Il y a des gens, ils ont que 3 chaînes chez eux, c'est-à-dire on les oblige à regarder ça. Il n'y a aucun autre choix. S'il y a une chaîne qui le traite, on va les regarder. Pourquoi est-ce qu'on impose sur la 2e, sur la 3e ou même... Je ne comprends pas ça. Je trouve qu'on maintient les gens dans l'angoisse. Et je trouve ça super négatif. Et c'est le thème de mon premier sketch en spectacle. Et c'est ça qui m'amène à parler des serial killers et tout. Parce que je dis, voilà, on vous maintient dans la peur et vous me mettez... Ça empêche les gens de venir au spectacle. C'est la première phrase de mon spectacle. Je dis, je vous trouve super courageux d'être venu ce soir avec tout ce qu'on nous dit à la télé. Voilà. Sur les jeunes en difficulté, la seule référence que j'ai, c'est le parcours que j'ai eu. Moi, c'est-à-dire que je pense qu'il faut au maximum rechercher les choses qui nous rendent heureuses. Les choses qui nous rendent heureux. Alors, les jeunes en difficulté, par exemple... Enfin, moi, j'ai un truc super simple qui est une phrase presque très très banale, mais qui m'a aidé toute ma jeunesse et qui m'a aidé à pas tomber dans la drogue, qui m'a aidé à pas être feignant, qui m'a aidé à avancer dans la vie, etc. Et qui m'aide encore énormément maintenant et qui va, j'espère, m'aider à rester en vie le plus longtemps possible. C'est que l'excès en tout est un défaut. On connaît tous cette phrase. C'est-à-dire que l'excès en tout est un défaut. Le mec qui va trop travailler à l'école, ça va devenir un faillot, on ne va pas l'aimer dans son groupe social. Celui qui va goûter à la drogue très jeune, et malheureusement tout le monde y goûte, moi je n'étais pas le dernier, celui qui va aller trop loin, celui qui va aller dans l'excès, celui-là pareil, il est perdu. Celui qui va de la même façon commencer à boire, et on a tous commencé à boire à tel ou tel âge, celui qui va trop boire va devenir un alcoolique. Voilà, exact. Dans tous les domaines de la vie, l'excès en tout est un défaut. Celui qui va trop aimer l'argent, il va peut-être devenir gangster. Celui qui va trop aimer les belles voitures, il va peut-être essayer d'en voler, etc. Alors que si on se contente d'un niveau de plaisir qui est peut-être pas absolu, mais qui est déjà vachement bien et vachement adapté à nos positions sociales, eh ben ça suffit pour vivre une super jeunesse heureuse, une belle vie d'adulte et une très belle vie de vieux. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais ça me semble super important, ça. Le fait que l'excès en tout est un défaut. Voilà, faut exagérer avec rien. Et l'excès de rire. L'excès de rire, c'est obligatoirement quelque chose de positif parce que ça réveille j'ai pas les termes médicaux, je crois que c'est des endorphines ou des choses comme ça ça c'est une vraie drogue, quoi. Moi, les gens, ils sont persuadés, ils me voient tout le temps, ils sont persuadés qu'avec le rythme que j'ai, que je prends de la drogue ou des trucs comme ça. Mais non, c'est le rire qui me donne cette énergie-là. Tous les jours, je ris, tous les jours, j'ai le sourire, et c'est un remède extraordinaire. En tout cas, on a beaucoup ri à votre spectacle, pour vous remercier. Merci, et puis merci à tous les Suisses de me suivre avec fidélité, puis j'espère que je leur rends bien, voilà.